Dans la matière, les rayonnements provoquent des ionisations et, dans une moindre mesure, des excitations. Toutes les molécules présentes dans les cellules humaines peuvent être modifiées, mais deux ont une importance particulière. Il s'agit de la molécule d'eau, du fait de son abondance relative, puisqu'elle représente 70% du poids du corps humain, et ensuite de la molécule d'ADN, du fait de son importance biologique majeure. Lorsqu'on irradie de l'eau avec des rayonnements ionisants, il va pouvoir se produire deux types d'effets, soit une ionisation, soit une excitation. Dans le cas de l'ionisation, le photon qui interagit sur la molécule H2O arrache un électron à cette molécule, et donc H2O est transformé en un ion H2O+. Mais cet ion est instable et se dissocie spontanément en ion H+, l'élément de l'acidité, plus un terme que l'on appellera radical OH et que l'on note OH avec un point et qui ne porte pas de charge électrique. De son côté, l'électron qui a été créé va déstabiliser les molécules d'eau qui l'entourent et parmi elles, une va se décomposer elle aussi en ion OH-, l'ion basique, plus un radical H que l'on notera H'. Dans le cas de l'excitation, le photon qui agit sur la molécule d'eau en fait une molécule d'eau dans un état excité que l'on note H2O avec une petite étoile. Cette molécule excitée est instable et va spontanément se dissocier en deux radicaux OH' et H'. On voit donc que l'ensemble de l'action des rayonnements ionisants sur l'eau est la création de radicaux libres qui sont chimiquement très réactifs, beaucoup plus réactifs que des ions, et qui créent de ce fait d'importants dégâts dans les tissus. Concernant l'ADN, il peut être lésé de deux façons différentes par les rayonnements ionisants. Soit il sera atteint par l'effet direct du rayonnement, par transfert d'énergie radiative à sa molécule, soit il subira un effet indirect lié aux réactions physico-chimiques qui se produisent dans son environnement proche, par exemple la radiolyse de l'eau. Concernant l'ADN, il présente la particularité d'être une molécule vivante, ce qui fait que tant que le débit de rayonnement n'est pas trop important, la majeure partie des lésions que subit l'ADN pourra être réparée par des enzymes que contient cette molécule. Et donc, ces dégâts initiaux n'auront aucune conséquence. Sans la présence de ces mécanismes de réparation, la vie ne serait pas possible, car l'ADN peut être atteint par de nombreux agents physiques ou chimiques. S'il n'y avait pas de mécanisme de réparation, l'impact d'un seul photon provoquerait des effets catastrophiques qui endommageraient définitivement l'ADN. Cependant, les réparations de l'ADN peuvent parfois s'avérer imparfaites, en particulier lorsque le nombre de lésions créées devient trop important, c'est-à-dire si une dose de rayonnement est trop forte ou si le débit de la dose est trop important. C'est pourquoi, dans certains cas, on mentionne la notion de seuil sur la dose ou sur le débit de dose. Toutes les parties constituant l'ADN peuvent être endommagées par les rayonnements. En effet, ils peuvent modifier les bases que porte la molécule, ils peuvent rompre un ou les deux brins qui constituent l'ADN, ou ils peuvent favoriser des pontages s'établissant entre deux molécules d'ADN ou entre une molécule d'ADN et une protéine. En cas d'irradiation importante, l'effet biologique résulte essentiellement des lésions des molécules d'ADN. Tous les organismes vivants sont susceptibles de subir des dommages liés au rayonnement ionisant. Cependant,
on s'aperçoit que certaines espèces sont plus vulnérables que d'autres. Afin de connaître la différence de vulnérabilité entre différentes espèces, on a défini la dose létale 50 à 30 jours. Il s'agit de la dose qui, absorbée uniformément sur tout le corps en une seule fois, provoque la mort de 50% de la population d'individus sur une période de 30 jours après l'irradiation. Sur cette diapositive figurent quelques valeurs de dose létale 50-30 pour différentes espèces. On y voit que le chien est plus radiosensible que l'homme et que, inversement, l'escargot est très peu radiosensible. On pourra y voir aussi qu'il est impossible de traiter une maladie virale par une radiothérapie. Tous les tissus humains ne présentent pas la même radiosensibilité. Et, autre caractéristique, les tissus humains tumoraux ne se renouvellent pas aussi rapidement que les tissus sains après une irradiation. C'est cette propriété, que l'on a appelée effet différentiel des rayonnements, qui a permis d'envisager le traitement des cancers par radiothérapie. C'est cette propriété qui est à l'origine du fractionnement des traitements de radiothérapie en plusieurs séances. Entre deux séances, la population de tissus tumoraux se renouvelle moins vite que la population de tissus sains et, en accumulant les séances, on augmente l'écart entre les deux populations, ce qui permet d'éradiquer la population tumorale tout en limitant les effets secondaires sur les tissus sains. Ce phénomène est parfaitement illustré sur cette diapositive. On voit que la population tumorale, représentée en violet, diminue jusqu'à devenir inexistante, alors que la population de tissus sains diminue, mais jusqu'à un degré d'où elle pourra repartir après l'arrêt du traitement pour revenir à son niveau initial au bout de quelques semaines. Selon la dose subie lors d'une irradiation, les effets macroscopiques observables pourront être précoces en cas de forte dose. Dans ce cas, ils ont un caractère déterministe, c'est-à-dire que l'on est certain qu'ils vont se produire. Ou ils pourront être tardifs en cas de faible dose, mais dans ce cas, ce sont des effets stochastiques, c'est-à-dire qu'il y a simplement une probabilité qu'ils se manifestent, mais ce n'est pas certain et on ne sait pas au bout de combien de temps. Les lésions tissulaires précoces sont réparables, car les tissus se régénèrent, mais les effets tardifs sont généralement irréversibles et peuvent être graves, même si les réactions locales pendant l'irradiation sont discrètes. Ces effets tardifs peuvent ne se manifester que plusieurs mois ou plusieurs années même après la fin de l'irradiation. Ils constituent le facteur limitatif essentiel au cours d'une radiothérapie. Dans les effets précoces, on pourra citer par exemple l'érythème, c'est-à-dire le coup de soleil qui apparaît sur la peau pendant ou juste après l'irradiation et qui va se réparer dans les jours qui suivent. Et dans les effets tardifs, on peut citer la myélite radique qui, elle, sera irréparable et ne se manifestera généralement qu'après 18 mois ou 2 ans. Les effets précoces surviennent généralement de quelques heures à 1 mois après l'irradiation. Ils n'apparaissent que si la dose subie a dépassé une certaine dose seuil qui est variable selon l'effet considéré. Au-delà du seuil, l'effet est d'autant plus important que la dose a été importante. Étant donné que les effets tardifs ne se manifestent que de façon aléatoire et longtemps après une irradiation, on ne peut les quantifier objectivement qu'en effectuant une comparaison entre le taux d'incidence d'une pathologie sur la population irradiée par rapport à l'incidence de la même population sur une population témoin non irradiée. Une telle étude a été menée sur les survivants des populations d'Hiroshima et de Nagasaki.
Il a ainsi été observé qu'au bout de 2 ans, le taux de leucémie observé dans la population irradiée croissait rapidement et que l'excès de risque diminuait après une dizaine d'années, jusqu'à s'éteindre au bout de 40 ans. Concernant les tumeurs solides, on a observé que l'écart entre la population irradiée et la population non irradiée ne se manifestait qu'à partir de 10 ans au-delà de l'irradiation, et qu'ensuite il était croissant dans le temps.